Un soir, il y a quelques années de cela, je feuilletais un bouquin en attendant l'heure des infos à la télévision. Sans couper, je jetais par intermittence un coup d'œil sur le téléviseur. Sans préavis, une image capte mon attention. Une photo de barbelés encadrant un ensemble de bâtisses en briques, d'arbres, de miradors. Pas de doute, le décor incrusté sur l'écran est celui d'un lager, d'un camp. Plus précisément, Auschwitz. Le camp central, Auschwitz I, mon lieu de séjour en 1944. J'ignorais que, ce soir-là, FR3 passait La mort et mon métier, le film tiré de l'ouvrage de Robert Merle. Mais un détail m'impressionne, m'intrigue, les arbres. Où ont-ils donc tourné? Ces arbres n'existaient pas à Auschwitz I. Éclair, mémoire idiote. Il y avait des arbres au camp. Ils venaient d'être plantés. De jeunes arbustes encore soutenus par leurs tuteurs. Et, plus de 40 ans après, ils étaient montés à l'assaut du ciel. Le lendemain, encore étonné de ma découverte, j'en fais part au téléphone à une amie, une ancienne de Bergen-Belsen, Isa C. Sa réponse arrive d'un jet. Que veux-tu? Les arbres ont poussé après notre mort. Chaque année, quand l'automne revient, c'est vers octobre, ça se produit vers la fin octobre, vers la Toussaint. Quand le ciel est complètement gris, fermé, il est en boîte le ciel, on ne voit plus rien, c'est des nuages gris. Et qu'il y a l'humidité dans l'air, moi, j'ai toutes les odeurs d'Auschwitz qui me reviennent à la mémoire, elles me reviennent dans le nez. Bon. Et je dis toujours à ma femme, tiens, ça sent Auschwitz. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Mais c'est un ensemble de brume, d'odeurs de fumée, d'odeurs de moisie, d'odeurs de décomposition. Ça sent Auschwitz. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Avant que le temps ne crève mon regard, il faut que je me souvienne, que je demeure la mémoire des morts, la tendresse tuée des cadavres, leur chaleur, leur vision, les rêves brisés des petits, de ces bambins au regard de centenaires, l'expérience piétinée des anciens, le savoir inutile des sages. Il faut que je me souvienne qu'au lager, la vie a perdu l'espérance. Me souvenir, oui. Moi, j'ai assisté à une scène qui est jusqu'à ma mort. Je l'emporte avec moi, ça, il n'y a pas d'histoire. On arrive on ne sait pas qu'on est à Birkenau. On a passé cette grande porte que tout le monde connaît aujourd'hui, le rail passe en dessous. Le train s'arrête. On est aux fenêtres. Les fenêtres sont relevées, mais on est aux fenêtres. Je répète, un wagon voyageur. On voit bien que c'est un camp. Il y a des barbelés, il y a des miradors, il y a des soldats armés. Il y a des types en bleu et blanc qui s'agitent, qui travaillent. C'est pas où on est. Et alors, vous voyez, imaginez ça, c'est le quai. Notre train est là, et en face, sur l'autre voie, il y a un train de wagons de marchandises, de wagons à bestiaux. Et là, on regarde, on voit des types qui travaillent, on se dit, bon, on est dans un camp. Okay. Toujours la même obsession, on va aller travailler. Pas grave, un camp, à la limite. Hein, on est interné, bon, on va travailler. Et on entend crier, malgré les fenêtres fermées, Wasser, Wasser, ça veut dire de l'eau, qui venait de l'autre train. Arrive un groupe avec des chariots, des déportés, une sentinelle SS, et ils font coulisser la première porte. Et là, c'est un spectacle que, c'est pas du grand guignol, ce que je vous raconte est strictement exact. Des hommes nus. Mais des hommes nus au bout de ce que j'appelle les musulmans. Parce que dans l'argot du camp, un musulman, c'est un type cachexique. Il est en fin de course. À l'époque, on ne connaît pas le mot, hein. On voit des types nus, squelettes, des squelettes, mais avec de la peau. Et la première rangée tombe sur le quai. Ils sont morts, étouffés par le... On regarde, on ne comprend pas, c'est hallucinant comme truc. Les autres, il y en a d'autres, ils sont en vie, ils arrivent à s'extraire, ils sortent, et là, la fameuse réaction, la réaction conditionnelle, ils s'alignent par 5. Il y en a qui tiennent un morceau de pain, qui ne mangent pas, ils ne peuvent pas. Et wagon par wagon, la même scène.
tout le train, c'était des gens qui venaient d'un camp où ils avaient été sélectionnés, ils étaient en fin de course pour être gazés à Birkenau. Près de moi, dans la colonne immobile devant le portail, Robert S. murmure « Vous qui entrez ici, laissez toute espérance ». Il a réellement dit ça, mon compagnon de bagne. Pour ma part, en bon autodidacte, j'ignorais à cette époque qui était Dante. Robert, ce jour-là, a perdu l'espérance. Il a disparu lors de la sélection d'octobre. Quant à moi, j'ai un pied en sang. On ne gardait, quand on rentrait à Auschwitz, que ses chaussures et sa ceinture. Tout le reste disparaissait. Et je portais, quand j'étais arrêté, des sandalettes. En prison à Lyon, on m'a donné une veste dont j'avais pas besoin. La Croix-Rouge m'a donné une veste, mais elle m'a pas donné de chaussures. J'étais déporté donc en sandalettes. Et le jour de l'incorporation, lorsque j'ai été tatoué, au moment où on rentre après la douche, ma sandalette claque. Et j'ai plus de chaussures. On me donne un uniforme, on me donne le vestiaire classique, et on me donne, je signale mon histoire de chaussures, le déporté qui est là, affecté au magasin, me balance des chaussures. Les chaussures d'Auschwitz, c'était des chaussures à semelle de bois et à tige en toile. Il me donne mes chaussures, il ne me donne pas de lacets. D'Auschwitz à Birkenau à pied, de Birkenau à Auschwitz plutôt, il y a environ 3 km. J'arrive, le frottement de la toile sur le pied, j'ai un pied en sang. Et il me faut des chaussures, je ne peux pas rester comme ça. Je vois passer il me faut des lacets plutôt. Je vois passer, j'ai pas de chaussettes non plus, ça frotte. Un jour, je vois passer dans le camp un camion qui roule au pas et qui est bourré de chaussures. Les chaussures des chaussures des morts, puisque les vivants gardaient leurs chaussures. Toujours j'ai vraiment vécu par réflexe pendant très longtemps avant de réaliser ce que c'était qu'Auschwitz. Chaussures, j'en ai besoin, je m'agrippe à la ridelle, il marchait au pas. J'attrape une paire de chaussures, elles étaient attachées ensemble, et je saute. Et je me retrouve avec une paire de chaussures fantastique, en cuir, magnifique. Seulement, elle devait faire du 42, moi je chausse du 39. Qu'est-ce que je fais de ma paire de chaussures? On n'a pas de placard, on n'a rien. On n'a pas un endroit où on puisse ranger un objet. D'ailleurs, on n'a pas d'objet. À part la cuillère que l'on porte dans la boutonnière dans la veste, on n'a aucun objet à soi. On n'a rien. Vraiment, être démuni, ça a un sens dans ce cas-là. Et donc, je me renseigne et quelqu'un me dit, il y a un marché qui se tient. Je ne me souviens plus à quelle hauteur, c'était vers la clôture derrière la piscine, pas loin du bloc 10. Il me dit, il y a un marché qui se tient, un marché, ce qu'on appellerait aujourd'hui un marché aux voleurs, qui est tenu par les Russes, par les triangles noirs. Tu vas là-bas, tu vas pouvoir échanger tes chaussures contre des cigarettes, et avec les cigarettes, tu essaieras de trouver des lacets. J'y vais, c'est là que j'ai appris le sens du mot davai en russe. J'arrive, plein de Russes, ça traficote de gauche à droite avec des bricoles. Ça ne pouvait pas être autre chose que des bricoles. Et il y a un Russe qui voit mes chaussures, j'y explique en baragouine en allemand. Il me dit oui, davai, qu'il me fait, donne. Je lui donne mes godasses, plus de chaussures, plus de Russes. Je me retrouve comme un couillon, complètement démuni. Bon, je vais pour retourner au bloc, et je rencontre un copain que je connaissais de Paris. Je retrouve. On va voir, il me dit viens, on va bavarder un peu, on a encore le temps. Et il me dit il y a une distribution de soupe, je ne sais pas pourquoi dans mon bloc, il dit viens, ils verront au buffet, tu auras une soupe supplémentaire. J'y vais, je prends ma soupe. Je mange ma soupe tranquille, j'oublie l'heure, j'ai pas de montre, bien sûr. Et d'un coup, j'entends Lagersperre, ça veut dire couvre-feu. Le camp fermé. Lager, c'est camp, Sperre fermé. Couvre-feu. Non, je réalise que je suis hors de mon bloc et qu'il y a couvre-feu. Pour un SS, si je me fais piquer, je suis déserté. C'est une tentative d'évasion. Et j'ai donc couru comme un fou. J'ai traversé presque toute la grande... Moi, je l'appelle la grande rue. C'est celle qui était en face de la porte. Il y avait marqué Arbeit Marktfrei. Et je suis arrivé au bloc... C'est un cauchemar qui me revient encore aujourd'hui intégralement comme c'était. Le traumatisme a été tel que je ne peux pas l'effacer.
c'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment j'emploie le mot allemand, un Häftling, c'est-à-dire quelqu'un quelqu'un qui est enfermé, qui est emprisonné. Parce que d'un seul coup, j'étais devenu dans cette course folle sur les projecteurs d'Auschwitz, j'étais devenu un objet. Tout le monde, n'importe quel SS dans un mirador avait le droit de tirer et pas de justification à rendre. J'étais dehors après le couvre-feu. Et quand on arrive à ce niveau-là au point de vue social, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'avocat, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas de défense. Hein? Vous n'êtes même pas en accusation, l'autre n'a pas besoin de vous donner une explication pourquoi il va vous abattre, il vous abat. Vous devenez un objet. Il pleut. Les hommes se déshabillent, plient les vêtements qu'ils attachent en paquets, utilisant leur ceinture comme lien. Ils sont nus sous la pluie, n'ayant gardé que leurs chaussures aux pieds. L'air sent l'automne, la neige proche, et l'odeur brute de la terre détrempée se mêle au parfum brun des corps. Il pleut. Lentement, le froid gagne, s'insère dans les muscles, fige les tendons et les fibres de chair. L'eau gicle des gouttières, rebondit sur les crânes tondus, filant rigole sur les nuques, les dents claquent, la peau tremble, les genoux vibrent, la pluie joue du piano jazz dans les flaques qui brillent dans le caniveau. Les vêtements entassés sur un chariot partent vers l'étuve, et les hommes attendent. Le temps se tire, s'étire, s'effiloche. Il pleut, et ça dure 1 heure, 2, parfois la nuit entière. Les hommes attendent, la mort planquée dans son coin patiente elle aussi. Tranquille, elle fait son marché. Tiens, celui-là à l'allure cassée semble à point. Un bruit, une rumeur, un remous de foule. Le premier corps tombe. Trop usé ce grand gaillard, il est mort vite. Heureusement qu'il ne neige pas, car sous la neige, non, ce soir, simplement, il pleut. Ein Los, ein Tod, un pouls à mort. C'était une des devises du camp, un des dictons du camp. Bon, c'était en novembre. Et puis on a trouvé un pouls dans le bloc. De temps en temps, il y avait inspection des pouls, on se retrouvait à poil, les vêtements retournés, les chemises, parce que les pouls ont une fâcheuse tendance à se loger dans les coutures des chemises. Et là, il y a un pouls. Et les Allemands étaient terrorisés par la vermine, c'est le vecteur du typhus, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc, ils ont trouvé un pouls, donc c'est désinfection, c'est une catastrophe la désinfection. On est en novembre, on s'en va, c'était derrière le bloc 1. Il y avait le bloc 1, le 2, et au milieu, il y avait un bâtiment qui servait de sorte de buanderie industrielle, qui servait pour le camp. Et on arrive là, bon, il pleut. Alors ça, c'est terrifiant, c'est novembre. C'est la Pologne, hein. Déjà en novembre en France, il fait généralement pas très doux et pas très agréable. On se déshabille, on fait un paquet avec les vêtements, avec le tout enveloppé dans la veste et noué par la ceinture. Les deux seuls objets qu'on avait le droit de garder en arrivant à Auschwitz, quand on rentrait au camp, c'était les chaussures et la ceinture. Et on rentrait tout nu pour le reste. Rien. Hein. Et donc, on faisait un paquet avec les vêtements qu'on attachait avec la ceinture et le numéro bien visible. La veste pliée de telle façon que le numéro soit visible. Et ça passe à l'étuve, les vêtements s'en vont à l'étuve, et nous, on est dehors. On attend. Ça dure. D'abord, la durée avant que les vêtements aillent à l'étuve, qu'on se décide à les ramasser. Et il pleut. Et c'est quelque chose vous avez affaire à des gens qui sont complètement sous-alimentés, beaucoup sont au bout du rouleau, c'est plein de musulmans dans le groupe, et ça s'écroule, les uns après les autres, morts. Et là, vous avez un sentiment de haine, mais incommensurable. Et, y compris pour vous. Vous n'y coupez pas. Vous êtes là en train de grelotter de froid, vous tremblez. Pas de peur, là. C'est le froid. Et ça dure des heures. Et puis, finalement, on passe par petits groupes à la douche. On reprend, comme à l'arrivée au corps, le produit désinfectant sur la tête, sous les aisselles, sur le pubis, pour tuer les poux. Et on repart sous la pluie, et c'est grand Auschwitz, à l'autre bout du camp. On avait gardé les chaussures, on avait le droit de garder les chaussures. Et on repart, clopin sous la flotte, à attendre que les vêtements reviennent de l'étude. Il est 3h ou 4h du matin, on n'a pas de montre. Bon, les vêtements arrivent, on récupère son bien, on va dormir, on dort 4h ou 3h, et le lendemain ça recommence.
Tout était comme ça, le moindre... Moi, j'ai assisté à une scène phénoménale. Un jour, on déchargeait un train qui était bourré de pommes de terre. Et une autre équipe avait creusé les silos, et nous, on déchargeait le train, on avait ce qu'on appelle des trags en allemand, des sortes de petits récipients en bois avec, avec deux brancards aussi, qu'on portait à deux, et on enterrait les patates dans un silo de terre. Ce jour-là, j'ai pris un coup de martinet dans la figure. Par Cadouk. Le Cadouk, c'était le fauve du camp, le fauve SS, c'était le rapporteur. Et ce jour-là, mais j'étais vraiment inconscient, hein. Je vole des patates, je vole une pomme de terre que je mets dans mon pantalon dans la chaussette, une autre patate, et je rentre. Et fin de journée, on rentre, retour des commandos. L'orchestre est là, il est à gauche, il joue, nous on rentre, la fouille à la porte. J'avais oublié la fouille, moi. Et j'avais 2 patates là-dedans. J'ai du vol, du sabotage. Et on avance, et ils sortent. Le gars qui est devant moi, le SS le sort de rang pour le fouiller. Il ne fouillait pas tout le monde. Il le sort. Et il trouve un minuscule canif. C'est formellement interdit, c'était une arme pour eux. Mais minuscule. Bon, la raclée. Tu sais pas que les couteaux sont interdits au camp? Il ouvre le canif et lui fend le visage. J'ignore avec quelle force il avait dans la main pour lui fendre le visage du nez jusqu'à là, jusqu'au menton. Il a largement dépassé la quarantaine, Simon. Et c'est un être en fin de course. Pas physiquement d'ailleurs, mais à l'intérieur tout s'est cassé. Sa gueule de type sain, son corps souple font encore illusion, mais ce ne sont plus que des enveloppes qui camouflent le vide. Il a un mufle d'homme normal, mon pote, mais déporté de Paris avec sa femme et sa fille, il les a vus à l'instant de la séparation sur la rampe, monter dans un camion. Depuis, il a su ce que signifiait l'offre des SS aux épuisés, aux vieux, aux enfants. Que ceux qui sont fatigués montent dans les camions. Ils arriveront au camp plus vite et sans effort. Lorsque, un soir de larmes, il me l'a raconté, je me suis souvenu de mon apprentissage de pseudo-catho durant l'occupation. Il me semblait logique alors de renforcer ma fausse identité par quelques connaissances évangéliques. Et j'ai lu « Heureux les affligés, heureux les affamés, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Oui, ils l'ont vu, et plus vite qu'ils ne l'ont voulu. La famille de Simon n'a pas connu le camp, du wagon à la cheminée après le transit habituel par la chambre à gaz. Simon, c'est un type, un déporté banal finalement. Il est déporté avec sa femme et sa fille. À la descente du train, sa femme et sa fille montent dans un camion. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, bien sûr. C'était le direct, voie ferrée, chambre à gaz, si vous montiez dans le camion. Personne ne le savait, vous descendez, on ne savait même pas où on était. Et puis même quand on nous a raconté Auschwitz, je suis resté 9 jours à Birkenau, quand les anciens nous ont raconté Auschwitz, on ne les a pas crus. Nous, on ne les croyait pas. Hein. Le scepticisme allait de soi, c'est pas possible. C'est une chose impossible, mais elle a eu lieu. Bon. Sa femme et sa fille sont donc assassinées dès la descente du train. Il l'a appris après, ce que voulait dire le camion. C'était un type cassé. Et conservé après la guerre, bien sûr. Et bien sûr, mes parents l'ont invité à la maison. Et je suppose que ça devait être pour lui insupportable de revoir une famille normale alors que lui n'avait plus rien. Et un jour, on n'a plus de nouvelles. Il habitait rue de Lourmel. Je suis parti rue de Lourmel le chercher. Et le concierge m'a dit qu'il était parti sans laisser l'adresse. Je ne l'ai jamais revu. On travaillait en dehors du camp. C'est-à-dire, Auschwitz, vous voyez, c'est un rectangle, Auschwitz. Barbelé, un mur en béton, les barbelés électrifiés, un mur en béton. Mais l'enceinte concentrationnaire autour fait des centaines d'hectares. Hein. Et nous, ce jour-là, on travaillait en dehors de la clôture principale. Et on nous avait dit, puisqu'on faisait du terrassement, ce qu'on dégageait comme terrain,
On nous avait dit, s'il y a une alerte aérienne, vous ne bougez pas d'ici. Et par malheur, ce jour-là, il y a une alerte aérienne. Et tout le monde fiche le camp vers l'entrée du camp, qui est à 2 pas. Et moi, je leur dis, on nous a dit de ne pas bouger. Mais tout le monde fiche le camp, je ne vais pas rester tout seul. Je pars avec eux. C'est un événement terrible. Hein. On rentre au camp, il manque les 9 dixièmes du commando. On est une vingtaine. On est une vingtaine, il y a un capot qui s'amène, ceux qui travaillaient à tel endroit, tel commando, rassemblement. On passe la porte, le SS, je me rappelle le rouquin, c'était... Le rouquin, si je l'avais eu entre les mains, je l'aurais étranglé. Il nous regarde et dit, il va en manquer quelques-uns tout à l'heure. Puis on s'en va. Et on trouve le commando, le reste du commando rassemblé, les SS, les capots, et on arrive. Qui vous a donné l'ordre de rentrer au camp? On vous avait dit de rester là, ce qui était vrai. Et je parle d'un garçon qui s'appelle Stéphane dans le bouquin, qui est un journaliste qui parle un allemand impeccable. Il ne se dégonfle pas et dit c'est un capot qui nous a dit de rentrer au camp. Il nous a pratiquement sauvé la vie. Quel capot? Le SS, hein, ma face. Il dit je ne sais pas. Un capot. Vous allez rentrer au camp. On ne peut pas désobéir à un capot. C'est peut-être ce qui nous a sauvés ce jour-là. Et je ne sais pas ce qu'il lui prend, mon SS, il sort Samy des rangs et il commence à lui parler. Et l'autre ne comprend pas un mot de ce qu'on lui dit. Nous, on ne peut pas parler, on est au garde à vous. Il ne comprend pas. Et le SS commence à cogner. Et l'autre d'instinct, il ferme les poings. Et le SS lui dit, laisse tes mains tranquilles. Il ne comprend pas la panique. Et nous, on lui a dit, laisse tes mains, en soufflant, laisse tes mains tranquilles. Il ne comprenait plus, il était affolé. Ils l'ont tué. Il ne comprenait pas l'allemand. Soudain, sans motif apparent, la sentinelle gueule. Rush du capot vers le mirador de chantier. Le chacal à brassard fonce vers le fauve. Le poisson pilote se met au garde à vous. L'autre, toujours gueulant, désigne Samy. Course folle du capot et Samy, matraqué, saisi par la nuque, traîné, tiré, poussé, arrive près du mirador. Le tueur sort de sa guérite et commence un interrogatoire auquel Samy ne comprend rien. Il ne parle pas l'allemand. La langue de Goethe, il s'en fout. On ne lui a pas enseigné que c'est indispensable pour survivre dans les camps des années 40. Le SS parle, Samy reste muet. Et les mains, les poings, les pieds se déchaînent. Samy essaie de parer l'avalanche. Autour de lui, les bagnards ont cessé de piocher. Les pelles, à leur tour, s'immobilisent. « Laisse tes mains tranquilles », souffle le pelleteur le plus proche. Un autre reprend, un deuxième, puis un troisième enchaîne. C'est une prière d'église, un chant de psalmiste. C'est un vol d'insectes, un bruit d'élytres qui pleurent en sourdine dans la lumière explosive. « Lass deine Hände ruhig » Laisse tes mains tranquilles. Le pyjama n'entend plus, ne comprend plus, même le français est éclipsé par la panique. Et le SS repart. Battling soudard contre un sac de sable. Main gauche, main droite, les doigts se ferment, les poings arrivent sous la ceinture. L'affolement de Samy prend les dimensions de l'océan. Il fait un geste offensif. Le soldat recule d'un pas. Le fusil braqué soudain ressemble à un poing géant. Joue droite, joue gauche, et ça claque. L'uniforme sale se couvre d'une tache humide qui s'étale. Une rigole rouge trace sa route sur le tissu râpé. Il arrive un moment où le réel, vous le prenez en pleine gueule. Nous aussi, au début, on était sceptiques, on ne croyait pas. Puis vous finissez par dire, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas assimiler le c'est vrai, parce qu'il est invraisemblable. J'ai dit au début que Auschwitz, c'est une invraisemblable vérité. Et c'est exactement ce que la définition d'Auschwitz. C'est une invraisemblable vérité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'un cerveau normal, d'occidental, avec la culture religieuse de l'Occident, il ne faut pas l'effacer. Même si vous êtes athée, même si vous êtes incroyant, vous avez vécu, vos ancêtres, des millénaires dans un continent chrétien. Il y a donc une religion, il y a donc une morale chrétienne, mais il y a une morale. Hein. Et c'est pour des chrétiens ou pour d'autres religions, pour le judaïsme aussi, c'est inacceptable ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on n'en sort pas. Avec une autre circonstance aggravante pour laquelle on n'en sort pas, c'est qu'il n'y a pas de tombe. Le deuil se fait dans les nuages.
Le Canada, c'est un énorme commando qui accueille les déportés. Les gars descendent de la rampe, il faut vider les wagons. Il y a les bagages. On rentre pas au chute avec sa valise et son vuitton. D'abord, j'en ai pas vu. Et il faut donc vider les bagages et récupérer tout ce qu'il y a, ce qui va être récupéré par les SS, pour s'envoyer en Allemagne. Même les cheveux sont envoyés en Allemagne. Odette, j'ai rencontré, c'était dans le hangar, on était nourris par les gens du Canada, c'est hors des SS, bien sûr, ils n'allaient pas détourner de la soupe pour 300 personnes. On était donc nourris avec une soupe qui arrivait d'une manière plus ou moins régulière, mais on était nourris. On n'était pas frappés, on n'était pas incorporés, on allait peut-être passer par la cheminée, hein, on était en transit. C'est marrant de dire en transit, parce que transit, c'est la vie et la mort entre les deux. Et il y avait une fille dans ce groupe. C'est pour ça que je crois qu'il y a eu des commandos mixtes au Canada, je crois. Et sinon, qu'est-ce qu'elle faisait là? Bon, et puis, croiser une inconnue dans la rue, ça fait tilt. C'est fait rarement, c'est autre chose, j'en sais rien. Et ça fait tilt entre nous deux, comme ça. D'où tu es? Moi, j'arrive de Lyon. Et toi, Paris, elle était du 8e arrondissement, je me rappelle. Je sais pas son nom de famille. T'es blonde, tache de rousseur. Portait un foulard rouge. Parce qu'il y avait un Canada bleu et un Canada rouge, d'après ce que je crois m'en rappeler. Mais je jure pas là non plus. Quand je suis pas sûr, je précise. Hein. Et on bavarde. Et le courant passe. On se met à parler de la France. Elle est là depuis pas mal de temps. On discute, on bavarde. Et puis, on s'en va, bon. Puis on revient le lendemain. Et à ce moment-là, l'amour, c'est pas une histoire de durée. C'est une histoire d'intensité. Vous pouvez vivre une histoire d'amour phénoménale en 3 minutes. Je crois que je dis pas de bêtises. Et vous pouvez vivre une histoire ennuyeuse pendant 100 ans. C'est la vie, c'est tout. Mais l'amour, c'est quelque chose d'intense, d'immédiat. C'est une étincelle, quoi, c'est tout. Qui peut s'éteindre aussi vite qu'une étincelle, d'ailleurs. Et le jour de la séparation, le jour où les SS, où la séparation a eu lieu dans la baraque, elle m'apporte un gobelet de café, en me disant « Pouvez vite, j'ai pas le droit d'être ici ». Et c'est un cadeau royal, se faire offrir un gobelet, même si c'était de la lavasse, quelle importance, c'était du café. Ça portait le nom de café, c'était du café. C'est un cadeau royal. Elle s'est fait massacrer, je peux pas en parler. Le nazi fait un pas, aperçoit Odette. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Au garde à vous, la jeune fille explique. Le flot s'est arrêté, les hommes immobiles regardent. « Tu n'as rien à faire là. » La main est partie, elle a volé. Une gifle. Retour du pendule, une gifle. La paume. Le dos de la main. Le quart d'aluminium vole dans l'espace. Odette vacille. Les autres regardent. La main repart, bruit, gifle, dos, paume, bruit, gifle, sanglot. Commandement, mouvement. Les hommes sortent tous, zu 5, par 5, los, schnell, los. Et la colonne marche vers une longue table garnie de paperasse où nous attend une équipe de tatoueurs. Je n'ai jamais revu Odette. Un jour, il y a un commando qui rentre plus tôt, je crois qu'il neigeait. Ils sont rentrés plus tôt. Et, savoir l'appel, il y a un des garçons qui crevait, qui était épuisé, un jeune, qui dit à ses copains, je vais m'allonger, quand ce sera l'appel, n'oubliez pas de me réveiller. Tout le monde lui promet. Et ils l'ont oublié. L'appel. Alors l'appel à Auschwitz, je crois que je l'ai raconté assez longuement, c'était encore un truc pour tuer. Il y avait des appels qui ont duré 24 heures. C'était rare, mais ça a existé. Pendant 24 heures, garde à vous, Mutzenov, 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 le béret en haut, le béret en bas. Et il y avait des appels qui étaient très courts, parce que ça collait, parce qu'il n'y avait pas de... Il y avait des délirés pas ce jour-là. Et ce jour-là, alors l'appel, ça se passait la manière suivante, aligné, au cordeau, devant le bloc, le chef de bloc est là, le Schreiber est là avec son effectif, le SS passe, il compte. Non.
le chef de bloc lui annonce, bloc 6, tant de Häftling, tant de prisonniers. Il annonce l'effectif. Le SS passe, compte, et il annonce le nombre d'effectifs, il répète, bloc 6, le nombre d'internés, et il ajoute « stimmt », c'est exact. Il continue. Ce jour-là, ça ne stimmt pas, il manque un homme. Il manque le gars qui dort. Et l'appel, ça commence à se prolonger. Ça devient infernal, ça dure, les SS s'énervent, nous, on a un droit, c'est de fermer sa gueule. Et ça dure. Finalement, alors, sirène d'évasion, ça se prolonge. Alors, sirène d'évasion, c'est tout le camp, tout le système de sécurité SS qui entre en action, et ça se prolonge. Et finalement, on découvre le garçon. Ils avaient oublié de le réveiller. Entre le moment où quelqu'un l'a déniché, la descente du lit, l'escalier avec un étage, jusqu'à la... Même pas, je crois que c'était peut-être au rez-de-chaussée, parce que c'est au 6A, au 6. La numérotation à Auschwitz des blocs, le rez-de-chaussée, c'est le numéro plein, 6. Premier étage, il y a la lettre A avec. Bon. Entre le moment où, je ne sais pas si c'était au 6A, au 6, entre le moment où on l'a réveillé et où il est arrivé devant le bloc, c'est-à-dire 20 mètres, il était mort. Alors il fallait que ça colle. Il a figuré à l'appel, mais allongé par terre. C'était ça, Auschwitz. La dysenterie, il y a eu des maladies terrifiantes au camp. La furonculose, par exemple. Elle a tué des centaines de gars. La dysenterie, à cause de la nourriture infâme, elle tuait la dysenterie. Moi, j'ai attrapé... En fait, j'ai dysenterie pour moi. En fait, ce que j'ai attrapé, c'est une grosse gastro. J'ai ramassé le jour de Noël, j'ai trouvé une betterave gelée devant la cuisine. Je l'ai ramassée, ça a été succulent. Le lendemain, j'étais malade comme un chien. 2 jours après, j'étais à l'hôpital. Je suis nu. Un infirmier inscrit sur ma poitrine, en se servant d'un crayon à encre, mon matricule en chiffres géants. Je suis réellement devenu un animal. 2 mots d'explication du confrère Bagnard au confrère SS, et le verdict tombe, admis au bloc 19, à la Durchfallstation, section dysenterie colique et chiasse en tout genre. Il y a eu une période absolument démentielle au camp. C'est la période qui se situe entre le 18 janvier et le 27. On apprend vers le 10-12 janvier, je ne peux pas être plus précis, que les Russes attaquent sur la Vistule. La Vistule est aux portes du camp. Il y a la Zola, qui est un affluent de la Vistule, qui se jette à... Parce que j'ai mis à pied pour aller à la Vistule en partant d'Auschwitz. J'ai dû mettre 2 heures, 2 heures et demie de marche. Et j'allais pas vite. Donc c'est tout près de... On apprend que les Russes attaquent sur la Vistule. Ça commence à devenir intéressant, avec la même crainte. Et ils vont pas nous laisser derrière. Bon. Et ça, d'abord c'est une rumeur, et ça se précise. Ça se précise, ça vient des bureaux, des types qui travaillent dans les bureaux. Les Russes avancent. Et je crois que Cracovie est tombé le 18 janvier, entre les mains des Russes, et l'évacuation a commencé dans la nuit du 17 au 18 janvier. Alors, d'abord sont partis les commandos moi je les appelle les commandos de Crevard, c'est les pires du camp, c'était le Holzhof et le Kohlplatz, c'était la réserve de bois et de charbon. Ils sont partis les premiers, et le 18 janvier, moi je suis à l'hôpital. J'avais un copain dont j'ai parlé, le bouddhiste, que j'avais retrouvé là. On va voir le médecin et on lui dit « Toubib, tu nous laisses partir, on va pas rester, tu sais très bien ce qui va arriver. »
Il regarde mon copain, il dit, toi tu sors, il me dit, à moi, toi tu restes. Et je pique une crise de fureur. Et le médecin me dit calmement, te fous pas en colère, ça sert à rien, tu feras pas 3 kilomètres sur la route dans l'état où tu es. Tu vas te faire tuer. Et moi, j'étais en contact avec l'organisation clandestine du camp, il n'était pas question pour moi de rester à Auschwitz. Je crèverai sur la route, mais je m'en vais. Là, je suis sûr de crever, là-bas j'ai une petite chance. Mon copain Joe, il s'appelait Joe aussi, reçoit des vêtements, puisqu'il quitte l'hôpital. Je lui dis, écoute, il y a une pagaille noire dans le camp, on le voyait de la fenêtre. Tu vas jusqu'au magasin, tu me piques des godasses et une chemise et une veste et un pantalon, et je m'en vais. Il revient et il me dit, pas moyen, les SS gardent le magasin, on ne peut pas s'approcher. On s'est dit au revoir et on a convenu que celui qui me l'a dit, le premier qui rentre prévient la famille de l'autre. Il n'est jamais revenu. Moi non plus, je ne revenais pas, j'étais parti. Et dans l'après-midi, dans la fin de journée, il y a un SS qui arrive. Il dit, ceux qui sont en état de marcher vont recevoir des vêtements, vous pourrez partir. Je me précipite. Et alors, le truc insensé et fou, ici ça marque pas, mais pour nous c'est fou. Vous pouvez découper des couvertures et vous les mettre sur le dos, parce qu'il fait très froid. Et pour nous, c'était du délire. Découper une couverture, c'est la peine de mort. Bon. Je m'habille, je suis habillé, et là, j'ai mes 2 copains dont je parle beaucoup, Armand et Henri, qui sont des malades de la dorsale. On décide de rester ensemble. Le soir arrive, la vie des gens tient à rien. Hein. Moi, j'ai rien fait pour survivre. Là. Tout ce que je faisais, ça tournait à l'envers, et c'était bénéfique. Et tout ce que j'aurais entrepris aurait été maléfique. Rassemblement, le bloc 19 s'en va, c'était le 19. On est dehors, toute la rue, les commandos alignés, pas les commandos des blocs, le 17, le 18, le 19 par ordre, bien sûr, toujours l'ordre allemand. Ils sont impeccables pour ça. Et on attend. D'un seul coup, on entend des tirs au loin, des bombardements, une lueur rouge, il paraît qu'ils brûlaient les archives du camp. Et une alerte aérienne, les Russes qui attaquent. Alerte aérienne, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qu'on fait? La cuisine est à 20 mètres, on fonce à la cuisine dans l'obscurité. Et moi, je suis revenu, je me rappelle, avec 3 boîtes de viande, j'ai rien pour les ouvrir. C'est terrible d'avoir faim, d'avoir des conserves, de ne pas pouvoir les ouvrir. Et je me rappelle un Hongrois qui me fait les échanges contre les cigarettes. Marché conclu, il prend mes boîtes, moi je prends ses cigarettes, et on attend. Et ça se prolonge, ça dure, il fait froid. Et le chef de bloc revient, et c'est un communiste autrichien qui aurait dit au SS, ah oui, il vient nous voir d'abord, et il nous dit, rentrez au bloc, il fait froid, quand ce sera l'heure de partir, allez vous coucher, je vous réveillerai, je vous avertirai. Il paraît qu'il aurait dit au SS que personne n'était en état de partir, ils s'en foutaient, il fallait qu'ils évacuent. Et moi, je me réveille dans la nuit, la lumière est revenue, il y avait 2 Belges qui étaient là aussi, je les vois qui s'en vont, ils me demandent si je vais avec eux, je dis non, je vais réveiller mes copains, je réveille Armand et Henri, et c'est Henri qui me répond, laisse-nous tranquille, quand ce sera l'heure de partir, on nous préviendra, dors. Les 2 Belges sont partis, moi je me rendors, je me réveille, il fait jour, on est à Auschwitz, il n'y a plus personne. Il reste les malades du 19, il y avait 4 blocs d'hôpitaux. Le 19, le 20, le 21 et le 28. Et il reste quelques anciens qui ont décidé de jouer leur chance, de rester, contrairement à mon raisonnement. On meurt ou on est libéré. Mais il n'y a personne, je suis sorti dans Auschwitz. Plus personne dans les Miradors, plus de SS. Auschwitz à l'abandon. Sauf, je répète bien, les malades et les quelques-uns qui veulent tenter leur chance. Et c'est moi qui ai eu l'idée. J'ai une idée géniale. J'ai dit à mes 2 copains, on file à la cantine, on va piquer les cigarettes. Il y avait une cantine, c'est une ville Auschwitz. Hôpital, prison, une ville. Et il y avait une cantine qui était réservée à tous les détenus, sauf les juifs. Sauf quand on avait une carte de cigarette. Ça m'est arrivé une fois en 6 mois de déportation. C'est donc un truc secondaire. On fonce à la cantine, on est les premiers, et on rafle des centaines et des centaines de cigarettes. Il ne faut pas oublier que les cigarettes, c'est un véritable hold-up. Cigarette, c'est de l'argent, hein. C'est la monnaie du camp, la cigarette. Et après, on a eu une deuxième idée. Alors, on a planqué ça, et il y en a un qui est resté pour les garder. Les 2 autres sont partis à la Häftling-Paketstelle. C'était la réserve des colis, qu'on ne recevait jamais, bien sûr. Mais il y en a qui recevaient les colis à Auschwitz. C'est très subtil comme division de la déportation. Il y en a qui reçoivent des colis, d'autres qui n'en reçoivent pas. Certains sont nuits et brouillards, ils ne sortiront jamais du camp. Hein? D'autres vont sortir du camp, vont faire 1 an, 2 ans, ils vont sortir. Je parle depuis l'avènement du nazisme. C'est très très subtil et ça divise les gens.
Ça crée des antagonismes, des haines féroces. Parce que l'autre, vous oubliez que c'est une victime comme vous. Il a un avantage que vous n'avez pas et vous le haïssez. C'est ça le système nazi. Vous arrivez à haïr celui qui est dans la même merde que vous. Il y a eu des moments délirants. Le 25 janvier, quand les SS sont revenus, ils nous ont alignés pour un peloton de SS pour nous fusiller et liquider le camp. La preuve était qu'ils ont fait sortir ceux qui étaient intransportables, qui se traînaient pour les aligner contre le mur. Et là, il y a une scène qui, même dans un film, ça passe pas. Le commando SS autour de nous, en train de nous compter d'une manière bidon, pour nous rassurer, toujours pas de révolte, toujours la douceur dans ces cas-là. Ils ont le doigt sur la détente des mitraillettes. Il y en a, bien sûr, il y en a 2 ou 3 qui ont la mitraillette pendante. Arrive un motard. Je répète, ça passe pas dans un film. On dirait celui précédent. Il est casqué, il est en tenue de combat. Il arrête sa moto. Je me rappelle le dérapage dans la neige. Il s'arrête devant l'officier. Heil Hitler, il le salue et il lui dit quelques mots à l'oreille. Et le gars donne un ordre à tout le détachement. Ils se mettent en rang et ils se tirent. C'est le 25 janvier. Aucune panique. Chacun sait. Terminus, fin de section. Une troupe d'hommes termine sa vie ici, dans une rue enneigée, sise dans le camp d'une ville au nom seulement connu autrefois de l'empereur d'Autriche. Le dernier chapitre d'une sale histoire va s'écrire là, en lettres de sang, que la neige va vite avaler. Nous sommes tous frappés d'un incroyable sentiment d'indifférence. Fini? Oui. Une fois pour toutes, nous aurons notre statut définitif. Ne plus avoir à se battre, ne plus avoir à se sortir les tripes pour tenir. Ce n'est pas du courage, mais une insensibilité totale. L'attitude du joueur qui vient de perdre ses derniers francs dans un casino sinistre. Nous n'avions que notre vie en jeu, peu de choses en vérité. Banco, perdu. Rouge sang, impair et manque. Quand en plein combat, alors que l'on entend le canon, que les Russes sont à 2 pas, les SS reviennent, c'est pourquoi? C'est pas pour jouer au domino, faire un bridge. Hein, ils ne laissent pas de traces. On sait ce qui va arriver. On va passer à la mitrailleuse ou au lance-flamme et le camp va sauter. C'est évident. Pour des gens qui sont à Auschwitz, c'est évident. Il n'y a pas de doute. Et alors, il y a une espèce de... Ça, c'est incroyable quand j'y repense. Cette espèce de résignation. Il n'y a pas de sentiment de révolte. Littéralement, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Un sentiment de nihilisme absolu. Bon, c'est fini, on n'aura plus à se battre. Se battre vis-à-vis de soi-même pour essayer de tenir. Et je vous en ai parlé, j'en ai parlé il y a un instant. C'est réellement là aussi quelque chose qui, dans un film, ne passe pas, ça ne peut pas passer. On aligne des types qui sont valides comme moi. On voit arriver des gens qui sont portés littéralement par d'autres. Certains, il n'est même pas question de les sortir de leur lit. Hein, et tout ça est aligné devant le mur de la cuisine par rangée de 3. Alors j'ai bien précisé, toutes les marches de commando, de réunion, d'assemblée de déportés se font par 5. C'est toujours par 5. C'est facile à compter, 1, 2, 3 rangées, il y en a 15. Hein, et il n'y a pas d'erreur, hein, c'est toujours 5. Il n'y en a pas 6, 10, 4. Et là, c'est par 3. Ils font semblant de compter 1, ils comptent. On sait qu'on va y passer. Et il y a un sentiment de résignation absolue. Il arrive un moment où on s'en fout. Le 27 janvier, c'est un samedi, il faisait un temps radieux, je ne peux pas vous dire quelle heure il était, aux alentours du midi, parce que c'était quand même assez haut. Il faisait un temps magnifique le 27 janvier 1945 sur Auschwitz. Il faisait un froid glacial, puisque quand j'ai quitté le camp, j'ai traversé la rivière à pied, elle était gelée. Je ne suis pas sorti par la porte, je suis sorti par l'arrière du camp, par la rivière. Donc il faisait un froid terrible. Et la guerre est toute proche, on entend les bruits de la guerre, les canons au loin. Et tout à coup, il y a un type qui arrive comme un fou et qui se met à gueuler « Die Russen sind hier », les Russes sont là. Alors ça a été quelque chose de... Je ne peux pas le raconter, je ne trouve pas les mots. Le délire, vous savez, tous ceux qui étaient debout, je ne parle pas des gens qui étaient couchés, même ceux qui étaient couchés, ceux qui ont fait l'effort de se lever, je ne parle pas des mourants ou des autres. Tout le monde s'est rué vers l'extérieur. Et d'un seul coup, ça a été la ruée. On leur a sauté au cou. Je ne peux pas le raconter, ça me retourne. Et
j'ai assisté à des scènes incroyables, des gens qui avaient des années de camp, des années. Je ne parle pas spécialement de juifs, je parle de politique ou de droit commun. Même les droits communs, il y en avait. Et ça a été un moment délirant où je ne trouve pas les bons. C'est maintenant un flot de soldats qui se déverse sur le lager. Certains taulards vont et viennent, refusent l'évidence, alignent toujours des mots sans suite. Je n'ai jamais vu depuis des regards pareils, jamais. À quoi s'ajoute l'incrédulité? Tu crois vraiment qu'on est libre? Ce sont des Russes, tu en es sûr? Et les SS? Où sont les SS? Et l'homme, méfiant, retourne près des soldats, essaye de leur parler en français, en allemand. Le troufion ne comprend rien, sourit et se laisse embrasser ou serrer entre les bras maigres des garçons qu'il vient de sortir d'un charnier. Nous sommes tous morts au lager, tous. Un rescapé n'est qu'une apparence, une illusion à face humaine qui continue à baiser, à manger, à travailler, à penser. Comme une dent dévitalisée, elle est morte et continue sa fonction, mordre, dévorer. Mais à l'intérieur, c'est creux, vide. Moi, je maintiens que tous les déportés, qui sont revenus, bien sûr, par des surveillants, ont repris, pratiquement tous, une vie normale, entre guillemets. Je dis normale, ce que j'appelle la normalité aujourd'hui, de tout individu européen de l'Ouest à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, travailler, aimer, faire des enfants, essayer d'améliorer sa situation matérielle, etc. Militer, pourquoi, évidemment. Il y a tas de gens qui ont survécu par le militantisme. Heureusement que tout le monde n'est pas comme moi là-dessus. Hein. Moi, je suis détaché de... Je ne crois plus en rien. Je pense que, sous l'apparence de militer, manger, dormir, faire l'amour, travailler, etc., il y a quelque chose. Je parle pour moi, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens. Ils n'en parlent pas, les déportés. Il y a quelque chose qui a été cassé, qu'on ne va pas refaire. Hein? Et j'ai pensé à la dent en écrivant. Une dent dévitalisée, c'est arrivé à des tas de gens de se faire enlever le nerf de la dent. La dent a gardé toute son apparence, elle continue sa fonction, mais elle est vide. La dent d'à côté est saine, elle n'a pas été dévitalisée. Si vous touchez à la mal, il y a un moment, c'est exactement ça, je découvre maintenant en parlant, il y a un endroit où on n'a pas mal. Moi, l'espèce humaine, elle m'effraie, elle me dégoûte. Et en même temps, j'ai peur pour elle de ce qui va lui arriver. Quand je dis que Auschwitz n'a été qu'un début, qu'il y a eu Hiroshima, Nagasaki, et j'ai rajouté « et », point de suspension, je ne dis pas une connerie. On vit dans un monde où tout peut arriver. Tout. Et je ne crois plus à la religiosité, je ne prends pas le terme dans le sens religion, à la religiosité de l'âme humaine. Pour moi, c'est fini. C'est ce que j'ai voulu dire en écrivant ça. Je me suis souvent demandé si nous, les survivants, n'avions pas failli à notre retour. J'ai pensé que nous aurions dû devenir des tueurs. Pour chaque mort, il fallait un mort. Pour chaque enfant tué, un enfant tué. Pour chaque torturé, un torturé. Pour chaque désespoir, un désespoir. Le prix à payer pour pouvoir peut-être dormir sans rêve. Mais si nous l'avions fait, nous assurions la victoire des SS. Nous devenions comme eux. Ce sont ces chiens enragés qui nous ont refilé la rage, et plus d'un demi-siècle après, lorsque je vois des images d'enfants des camps, ou lorsqu'un film me balance certains regards à la gueule, me remonte dans mes tripes cette fureur glacée qui me transforme mentalement en animal fou. En 1974, j'avais pris les vacances en Norvège et on voulait visiter Hambourg avec ma femme. On a donc repris le ferry à Oslo. On arrive à Kiel et le train d'Hambourg, on avait plus de 2 heures d'attente. On va au buffet de la gare qui ce jour-là était désert, je ne sais pas pourquoi. On déjeune, on est servi par un jeune Allemand qui parle un français impeccable. Je lui demande où il a appris le français, il me dit je suis étudiant, je fais ça pour me faire un peu d'argent pour l'été. Et d'un coup, j'étais en chemisette, il voit mon bras tatoué, il m'attrape le bras et il me demande, il me dit textuellement, je vous demande pardon. Non, pardonnez-moi, monsieur. Pardonnez-moi. Il était lui coupable.
J'ai arrêté la guerre avec l'Allemagne ce jour-là. Là, il y a pardon possible. Et comme personne n'a demandé pardon, eh ben, il n'y a pas de pardon. On ne peut pas oublier. Là, je peux oublier. Il y a un Allemand de 20 ans après la guerre, en 74, donc la guerre se termine en 45, 20 ans après la guerre, qui m'a demandé pardon. Fini, terminé.